la 29. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette séance inaugurale de la chaire Henri Gemme qui, cette année, est donnée par Isabelle Ferreras, qui est maître de recherche au FNRS, professeure de sociologie à l'UCL et chercheuse associée à l'université de Harvard pour une leçon intitulée « La contradiction entre le capitalisme et la démocratie au travail, expérience du travail, entreprise et limites planétaires ». Avant de revenir un peu sur le parcours et le très riche travail d'Isabelle Ferreras, j'aimerais dire quelques mots sur la chaire et sur Henri Gemme en particulier, qui fut professeur de sociologie ici à l'ULB jusqu'en 1978. Il fut recteur de notre université fin des années 50 et va notamment rester dans l'histoire de la discipline pour avoir fondé en 1958 avec un autre sociologue assez connu pour les sociologues dans la salle qui s'appelle Georges Gurwitch, l'Association internationale de sociologie de sociologues en langue française, l'AISLF, qui existe toujours, qui est très active. Et enfin, il fut aussi un sociologue qui a été porté à penser au travers d'une catégorie qui est peut-être un petit peu démodée de nos jours, qui est la catégorie de la totalité. Il écrivait, et je le cite, « Il n'y a de sociologie que par référence au total », ce qui explique peut-être le titre un petit peu ambitieux de son livre le plus connu, un livre de 1968, qui s'appelle « Le système social, essai de théorie générale », un titre comme on n'en fait plus aujourd'hui, ou du moins rarement, et qui n'avait pas grand-chose à voir avec le contexte dans lequel il a été publié, le contexte de 1968, parce qu'il avait probablement beaucoup plus à voir avec la sociologie de Talcott Parsons que de Karl Marx, mais le parcours d'Henri Gemme, donc son parcours plus personnel ou plus politique, c'est quand même celui d'un intellectuel engagé. C'était un résistant durant la Seconde Guerre mondiale, c'est une figure de la vie politique belge, même ministre et un sénateur socialiste, et il fut aussi, et ça c'est peut-être plus intéressant par rapport à la leçon d'aujourd'hui et au travail d'Isabelle Ferreras, il fut aussi président du Conseil national du travail, une institution qui est précisément traversée par cette contradiction entre la forme que prend le capitalisme, que prend le travail sous le capitalisme et la démocratie. Donc c'est un sujet qui, bien sûr, n'est pas uniquement, vous le savez probablement tout aussi bien que moi, l'objet de cette leçon inaugurale, mais qui traverse l'ensemble du travail qu'Isabelle Ferreras a entamé maintenant depuis plus d'une quinzaine d'années, et sur lesquels j'aimerais dire aussi quelques mots, parce que c'est un travail que j'ai moi-même pu découvrir au cours de ces dernières années avec un grand plaisir. Et ce fut d'abord le cas d'un livre qui est issu de sa thèse de doctorat, si je ne me trompe, en 2017, qui s'appelle « Critique politique du travail, travailler à l'heure de la société des services », qui soit publié aux presses universitaires de sciences politiques. Et c'est une recherche dans laquelle elle concilie, elle met d'un côté une sociologie compréhensive, qui vise à restituer ce que représente le travail pour ceux qui l'exercent, et une sociologie critique qui replace aussi toute cette question dans les enjeux plus globaux de nos sociétés contemporaines. L'expérience du travail, en l'occurrence ici, dans le cadre de ce travail, ce livre, c'est celle de caissière de supermarché. Il s'exprime au travers du sens qu'elle lui donne, au travers du sens de ceux qui exercent le travail donnent à cette activité, et émerge un travail qui est une question qui est politique, qui est de part en part un objet public et pas simplement une conception du travail instrumental qui serait simplement un outil, un instrument pour obtenir un salaire ou pour uniquement augmenter son pouvoir d'achat, pour parler en économiste. Et c'est à partir de ce constat, assez éloigné des prophéties aujourd'hui assez répandues, technophiles sur la disparition du travail, qui partagent, je pense, cette vision un peu instrumentale du travail qu'Isabelle Ferreras nous aide aussi plus largement à penser à partir de l'aspiration démocratique qui traverse le travail. D'abord, là ici, il y a aussi deux livres qui ont été assez discutés, qui ont fait l'objet de pas mal de recensions et d'interventions. Il y a Gouverner le capitalisme, qui est paru en 2012 aux presses unitaires de France, et puis plus récemment un ouvrage en 2017 en anglais aux presses unitaires de Cambridge qui s'appelle Firms as Political Entities. Et ce sont deux ouvrages qui prolongent cette réflexion qui a entamé déjà en 2007 avec ce premier livre autour des enjeux démocratiques dans l'entreprise. Parce que si le travail n'est pas une activité uniquement instrumentale, elle doit être aussi pensée comme autre chose. L'entreprise doit aussi être pensée comme autre chose qu'un simple instrument des investisseurs en capital. Et ici, l'idée que les investisseurs en travail, ceux qui apportent leur travail dans l'entreprise, doivent aussi être partie prenante au gouvernement de l'entreprise. Et c'est cette histoire, me semble-t-il, de l'expansion de l'impératif
démocratique dans l'espace de l'entreprise, qui débute dès la création du temps du travail au XIXe siècle, que reconstruit Isabelle Ferreira dans ses ouvrages. Mais ça, pas simplement, et c'est ça, je pense, qui est aussi très important avec son travail, pas simplement une perspective historique ou descriptive ou analytique, mais aussi pour nous offrir aujourd'hui des outils pour interroger notre présent, pour repenser, pour réinventer de nouvelles manières d'organiser le travail, pour y instaurer une structure démocratique, de ce qu'elle appellera le bicaméralisme économique, mais dont elle va certainement nous parler plus amplement lors de son intervention. Et enfin, un dernier petit mot, je voudrais dire, à propos de son travail. Je pense que c'est quelque chose qui est aussi important et qui renvoie peut-être au travail d'Henri Jeanne, à la manière dont il a conçu la sociologie. Elle donne aussi, je pense, Isabelle Ferreira, aux sciences sociales une importance dans le débat public, et ça se traduit par notamment la publication qui est assez récente, qui s'appelle Le Manifeste de Travail, qu'elle a publié avec une assez prestigieuse équipe de chercheuses internationales et qui fait sortir de l'université cette réflexion critique. Il a déjà traduit en 27 langues et je pense qu'il offre, pour reprendre les termes de Thomas Piketty, une contribution fondamentale pour penser à notre monde, l'enjeu écologique qui nous impose aujourd'hui de tenir, et là je reprends les termes du livre, de tenir ensemble 3 impératifs qui sont fondamentaux pour pouvoir éventuellement penser cette transition. C'est démocratiser, démarchandiser, dépolluer une entreprise qui, admettons-le, est presque aussi ambitieuse qu'un ouvrage, qu'à titre d'un ouvrage de Henri Jeanne, mais je pense que c'est précisément l'ampleur de la tâche qui nous attend, qui rend plus que nécessaire le travail et la sociologie critique d'intellectuels comme Isabelle Ferreira, c'est qu'on a la chance d'accueillir aujourd'hui. Je la remercie au nom de l'université et au nom de la faculté de philosophie et de sciences sociales d'avoir accepté cette invitation et je lui cède tout de suite la parole pour cette leçon. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, vous m'entendez bien? Il y a un petit bruit comme ça? Est-ce que vous voulez que j'essaye le micro alors? Parce qu'on m'a dit que c'était peut-être... Ah, ça va mieux, non? Oui, alors je vais essayer avec le micro. Je vais éteindre ça. Ceci. Oui, c'est mieux. Ok, super. Et là, on a l'impression que je chuchote dans l'oreille. Ok, je vais retirer juste ceci qui n'est plus vraiment petit. Voilà. Merci beaucoup d'abord au professeur Daniel Samora de m'avoir accueilli si généreusement. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de cette chaire Henri Jeanne. Il y a plein de raisons qui font que je suis très heureuse d'être reçue à l'Université libre de Bruxelles. Je ne vais pas les détailler, mais vraiment sachez que c'est vraiment un grand plaisir et un grand honneur que mes collègues m'ont fait en m'élisant pour cette chaire. Je suis heureuse aussi de retrouver les étudiants dans le master en sociologie et en anthropologie, avec qui on fera un parcours la semaine prochaine, puisque je les retrouverai 4 fois 2 heures tout au long de la semaine prochaine. Donc nous, on aura l'occasion de plus se connaître et se rencontrer, et d'ailleurs d'approfondir pas toutes les questions, mais enfin d'approfondir les grandes thématiques qu'aujourd'hui on va passer à grandes enjambées, que je vais essayer de filer aujourd'hui comme les perles dans un collier. Donc il y aura certainement des frustrations ou simplement des insatisfactions. Je ne pourrai pas justifier tout ce que je vais dire, mais je dis déjà aux étudiants en sociologie et anthropologie qu'on aura l'occasion d'approfondir pas mal des éléments que j'aurai aujourd'hui mis sur la table. Alors, l'heure, comme vous le savez, je pense autant que moi, l'heure aujourd'hui est grave. Nous faisons face à une guerre sur le sol européen qui est orchestrée par un antidémocrate, chef d'une bande d'oligarques qui envoie son armée massacrer un peuple souverain. Marine Le Pen est aux portes du pouvoir en France. L'extrême droite n'a jamais été aussi puissante depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ses idées avancent partout. Le GIEC sonne une alarme de plus en plus assourdissante et nos démocraties semblent minées de l'intérieur
incapable de répondre aux défis des inégalités toujours plus grandes au sein même des pays riches. Et quant au climat sur Terre, plusieurs points de bascule ont déjà été franchis, ce qui implique des dommages irréversibles, irréparables. Et rien ne semble arrêter cette course folle dans laquelle nous nous trouvons lancés. Y a-t-il un lien entre ces différentes observations? Ce que je vais essayer de faire avec vous ce soir, c'est de vous montrer qu'il y a pas mal de raisons de penser qu'en faisant le détour par l'expérience du travail et nos choix en matière de gouvernement d'entreprise, nous avons là une clé analytique majeure pour faire face à ces problèmes. Et ce n'est pas seulement une clé analytique pour les comprendre, c'est aussi une clé pour l'action, pour avoir une prise sur ces défis dans le but de nous assurer un avenir qui soit durable du point de vue environnemental et démocratique. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même, puisque ceci est une chaire en sociologie, je me devais de dire quelques mots par rapport à la sociologie, évidemment, qui certainement, pour lequel certains d'entre vous certainement un grand amour et partie importante de leur vie. Je voulais évidemment évoquer Henri Janes, que Daniel a très bien évoqué, une personnalité vraiment remarquable, extrêmement inspirante. Un homme qui est arrivé à l'Université libre de Bruxelles grâce à une bourse des mieux doués, un nom qu'on ne fait plus aujourd'hui, qu'on n'oserait plus aujourd'hui, et qui a fait des études brillantes et qui avait cet esprit de la recherche en sciences sociales et en même temps qui était passionnément engagé, un humaniste, libre penseur, socialiste, résistant, une figure vraiment extrêmement impressionnante, qui effectivement est l'une des plus grandes figures sociologiques de la Belgique. Et je suis très honorée d'être dans son inspiration, je dirais, aujourd'hui. Alors je souhaitais dire quelques mots par rapport à la manière dont je vais faire de la sociologie avec vous ce soir et la semaine prochaine. C'est vous dire que, en fait, la sociologie, je dirais, a deux caractéristiques générales. Elle a une propension que j'appellerais multidisciplinaire et une tentation interdisciplinaire. Ce qui fait qu'on trouve dans la sociologie ce vaste champ, le meilleur et le pire, je dirais. Donc j'espère que je serai un peu du côté du bon, mais effectivement, en sociologie, il y a de tout. Il y a de tout, pourquoi? Parce que nous avons une propension multidisciplinaire, comme je le disais, parce que comme nous travaillons à analyser l'époque contemporaine et que nous essayons de l'illuminer, toutes ces pratiques sociales, toujours du point de vue de relation entre les personnes et les groupes sociaux, plutôt que du point de vue individuel stricto sensu, eh bien il nous faut toujours alimenter le travail que nous faisons par l'apport des autres disciplines des sciences sociales, que ce soit le droit, l'histoire, la psychologie, l'économie. Tout cela, nous devons évidemment embrasser tous ces accords. Et en même temps, il y a une tentation, je dis, interdisciplinaire qui a beaucoup à voir avec cet attrait d'Henri Janes pour la totalité. C'est évidemment que quand on est sociologue, on ne renonce jamais à essayer de saisir le tout, pas dans une vision totalitaire, mais dans une vision de reconstruction des liens entre les différentes dynamiques qui animent le tout social. Et de ce point de vue-là, vous savez que les grands sociologues ont souvent, les pères fondateurs de la sociologie, que ce soit Durkheim, Weber, ont toujours été tentés par l'idée que la sociologie devait faire la synthèse et devait être cette science suprême parmi les sciences sociales qui allait opérer la grande synthèse entre les différentes contributions des sous-champs. Eh bien, je vais essayer de me garder de cette tentation, mais vous allez voir que finalement mon propos effectivement va quand même être très ambitieux. Et donc il a certainement
beaucoup de limites et il faudra le critiquer. À proprement parler, pour ce qui est de situer ma propre tradition sociologique, je suis ancrée dans un héritage qui est, je dirais, double, une tradition structuraliste et compréhensive. Structuraliste parce que, effectivement, je m'attache aux grandes structures sociales et dans une tradition qui est évidemment débutée avec Marx, j'essaie de comprendre les dynamiques qui animent le champ économique et plus largement la société dans la perspective d'une reconstruction de l'ensemble du champ, mais en même temps compréhensive, c'est-à-dire de toujours ou de ne jamais oublier le point de vue de l'acteur. Et l'acteur en sociologie, vous savez, on essaye en tout cas que ce ne soit pas un objet d'étude, mais c'est un sujet. L'acteur reste un sujet et l'enjeu pour un sociologue dans la tradition compréhensive, c'est de se brancher sur les ressources de sens que le sujet développe lui-même, sur les pratiques qui sont les siennes. Et l'analyse doit se construire sur base de ces ressources de sens qui sont d'abord et avant tout à aller chercher chez l'acteur social et pas dans les préférences du sociologue, pour faire clair. Du point de vue épistémologique, enfin, je m'inscris dans une tradition d'épistémologie critique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une conception des sciences sociales qui est inscrite dans l'école de Francfort, dans une histoire intellectuelle qui reconnaît que finalement les sciences sont aussi les produits de leur temps, les produits des rapports de force de leur temps, et que la connaissance doit au contraire permettre de critiquer l'ère du temps, de critiquer les idées qui ont voix au chapitre en étant ancrées dans une perspective critique. Et de ce point de vue-là, il y a un concept extrêmement important à mon avis qui est amené par la troisième génération de l'école de Francfort, Jürgen Habermas, qui a proposé l'idée des intérêts constitutifs de la connaissance, qui, dans un texte de la fin des années 60, et j'en reparlerai avec les étudiants mardi prochain, qui développe cette idée qu'au fond, toute discipline scientifique est, parce qu'elle est portée par un individu, il y a toujours un chercheur qui cherche, et bien derrière cette recherche, il y a toujours ce qu'il appelle un intérêt constitutif de la connaissance. Et qu'est-ce qu'un intérêt constitutif de la connaissance? C'est en fait l'intérêt qui meut le chercheur. Il en voit trois: l'intérêt de contrôle, l'intérêt d'intercompréhension et l'intérêt d'émancipation. L'intérêt de contrôle, c'est évidemment le fait de vouloir contrôler la gravitation, par exemple, c'est-à-dire contrôler l'effet de la gravitation. L'ingénieur va vouloir que son pont tienne, ou le chercheur en oncologie va vouloir contrôler la maladie, la multiplication des cellules cancéreuses pour pouvoir espérer guérir le malade. L'intercompréhension, ça va être l'intérêt central en psychologie, par exemple, et en histoire. Et l'intérêt d'émancipation, c'est l'intérêt qu'il assigne aux sciences sociales critiques, c'est-à-dire l'intérêt d'être guidé par l'objectif de amener la connaissance de la société nécessaire à permettre à la société, aux citoyens, on pourrait dire aujourd'hui, de pouvoir faire face aux forces qui organisent la société et qui ne sont peut-être pas dans leur intérêt, dans l'intérêt de leur émancipation. Et donc, dans cette perspective-là, les sciences sociales développent un intérêt, quand elles sont critiques, pour équiper les citoyens, pour mieux comprendre les logiques qui animent la société, dans le but qu'ils puissent mieux orienter leur avenir. Et de ce point de vue-là, vous voyez que les sciences sociales critiques, évidemment, ont une affinité tout à fait particulière avec le projet démocratique. Le projet démocratique est ce projet
au service duquel les sciences sociales critiques se mettent, quand évidemment le projet démocratique est entendu comme ce projet qui est porté par les citoyens se reconnaissant comme égaux et cherchant à orienter leur futur ensemble. Une longue donc introduction pour quand même situer la sociologie que j'essaie de pratiquer et qui va m'amener à développer aujourd'hui l'exposé suivant. Donc mon exposé aura 3 parties. Assez simplement, je vais procéder en 3 temps. D'abord, je vais faire avec vous un ensemble de constats. Ensuite, ces constats vont m'amener à proposer une perspective analytique pour les éclairer. Et enfin, cette perspective analytique, je l'espère, va me permettre de tracer des perspectives à la fois pour la recherche et pour l'action. Alors, si vous voulez bien, on rentre dans les constats. Les constats. Je vais m'attacher à regarder 3 champs des pratiques sociales contemporaines. Les travailleurs, les travailleuses, c'est-à-dire ce que moi j'appelle l'expérience du travail, ce qui se joue pour les personnes au travail. Ça, c'est un champ de pratique qui occupe beaucoup de la vie, du temps de vie des gens qui travaillent. La planète, ce qui se joue aujourd'hui au niveau de l'état de santé de notre planète. Et enfin, ce qu'on peut appeler la démocratie politique, c'est-à-dire ce qui se joue dans la police, au sens grec, de l'état de ce que nous identifions comme étant le champ politique de la démocratie. On va s'attacher donc à regarder ce qui se passe sur ces 3 champs et pour pouvoir avancer dans l'analyse. Premièrement, donc l'expérience du travail. Aujourd'hui, la situation de souffrance au travail est forte. C'est un thème qu'on entend beaucoup, la souffrance au travail. Mais que disent les données ? Les données disent que l'épuisement des travailleurs ne cesse de s'approfondir. D'un point de vue qualitatif, les grandes enquêtes qui sont menées par la Fondation de Dublin sur le bien-être au travail montrent depuis 20 ans que le stress lié au travail ne cesse d'augmenter. Et ce stress grandit dans toutes les catégories socio-professionnelles. L'incidence des maladies professionnelles et du burn-out, d'ailleurs, suit aussi cette même trajectoire. Toutes les enquêtes montrent aujourd'hui qu'à la sortie donc, de ces 2 ans de pandémie, les travailleurs attendent des nouvelles pratiques de management de la part des organisations. Ils attendent d'avoir leur mot à dire sur ce qui les concerne. Et en France, par exemple, 9 managers sur 10, dans une dernière enquête, disaient avoir conscience qu'au sortir du Covid, ils vont devoir organiser leurs équipes de travail fondamentalement différemment. Et ils vont devoir exercer leur rôle de manager différemment. Vous avez entendu évidemment parler de l'économie de plateforme, des travailleurs qui prennent souvent des risques fous pour leur santé ou même pour leur vie, vous pensez aux coursiers à vélo, qui sont laissés sans couverture sociale sous le prétexte qu'ils sont des prestataires de services et que le droit du travail n'a rien à voir avec ça. Alors heureusement, ça se discute plus devant les tribunaux qu'ailleurs. Et avant-hier, d'ailleurs, la plateforme Deliveroo a été condamnée en France devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir fait travailler ses livreurs en tant qu'indépendants, alors qu'ils auraient dû être salariés. Et l'amende maximale a été prononcée contre Deliveroo, 375 000 € d'amende. Et les 2 ex-dirigeants ont été condamnés d'ailleurs à 12 mois de sursis, de prison avec sursis, 30 000 € d'amende et 5 ans avec sursis d'interdiction de diriger une société.
Donc ça se discute. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, est en train de prendre corps dans tous les secteurs d'activité. Et bientôt, l'isolement des travailleurs connectés depuis chez eux via des interfaces numériques pourrait se coupler à une automatisation grandissante des processus décisionnels qui pourraient échapper aux travailleurs aussi bien qu'aux clients. D'ailleurs, vous en avez certainement fait l'expérience encore récemment. Alors d'un point de vue quantitatif, encore aujourd'hui, Le Monde annonçait qu'en France, la rémunération moyenne des grands patrons flirte avec les 100% d'augmentation, doublement d'augmentation entre 2021 et 2022, alors que les salaires des travailleurs ne suivent même pas l'augmentation du coût de la vie. Les capitalisations boursières n'ont cessé d'augmenter. Vous avez évidemment suivi la trajectoire mirifique des GAFAM au travers de la pandémie, avec la fortune personnelle de ces hommes CEO de ces grandes sociétés, alors que les travailleurs, si on prend le cas d'Amazon qui est tout à fait emblématique, les travailleurs pourtant reconnus comme essentiels durant la pandémie aux États-Unis doivent se battre. Simplement pourquoi? Pour obtenir le droit d'avoir une représentation syndicale. Et aux États-Unis, il y a eu une grande victoire la semaine passée. Cette grande victoire, c'est qu'un entrepôt d'Amazon à New York a réussi à faire un vote positif pour se syndiquer. Et ce mouvement est mené pas du tout par les grandes structures syndicales, en l'occurrence, mais par 2 travailleurs noirs qui ont été licenciés l'année passée par Amazon, licenciés en raison de leur activisme et qui ont continué à essayer d'avancer dans ce projet fou. Ce projet fou, tout simplement, obtenir la représentation syndicale chez Amazon aux États-Unis. Donc nous sommes revenus ici au combat qui était ceux du début du capitalisme industriel. Alors la manière dont nous mettons des individus au travail, tout simplement épuise les individus. C'est le constat que j'aimerais faire avec vous. Et les individus, effectivement, finalement, c'est peut-être pas si grave parce que ça se remplace. Voilà la ressource renouvelable par excellence. Mais qu'en est-il donc de la planète? Ici, pour la planète, la situation, évidemment, elle est alarmante. Sur les 9 limites planétaires, dans lesquelles l'activité humaine doit absolument rentrer selon les scientifiques, nous avons déjà dépassé 4 d'entre elles. Et bien sûr, il y a nos émissions de CO2, qui sont donc totalement disproportionnées pour ne pas affecter le climat. Le réchauffement du climat est en cours, et on ne peut pas dire qu'on ne l'avait pas identifié. Il y a 50 ans, en fait, cette année, la sortie du rapport de l'équipe du MIT, qui était coordonnée par Donatella et Dennis Meadows, qui avait projeté rigoureusement les effets de notre type de développement. Mais au-delà, donc la biodiversité est en train de s'éteindre, la qualité de l'air s'effondre, l'eau des océans, eh bien, elle est de plus en plus polluée par les microplastiques. Bref, la planète, je pense, il ne faut pas un dessin, elle s'épuise littéralement. Et qu'en est-il de la police, de la démocratie politique? Eh bien, pendant ce temps-là, elle s'enfonce dans la crise. Que nous disent ici les données? La défiance vis-à-vis des partis politiques et des élus ne cesse d'augmenter pour atteindre des niveaux planchers année après année. Ça continue de chuter dans tous les pays occidentaux. La démocratie représentative semble incapable de juguler les problèmes auxquels nos sociétés font face. Ce qui nourrit évidemment la défiance, ce cercle vicieux, il est bien enclenché. Le mouvement des Gilets jaunes avait illustré combien les élites politiques étaient incapables de produire une transition juste vers un modèle économique décarboné, ici sur l'enjeu de la mobilité pour les Gilets jaunes. Au travers donc des institutions de la démocratie représentative qui montrent leurs limites. Et de manière générale, ce que les chercheurs montrent, c'est que les préférences des plus riches sont plus largement reflétées par nos parlements, par le choix des élus de la démocratie représentative,
Le sommet de la courbe, c'est évidemment les États-Unis, où la corrélation est immense entre les préférences des plus riches, même du 0,1% des plus riches, et le comportement des élus à la Chambre. Et évidemment aux États-Unis, parce qu'ils ont un impact décuplé en raison de leur liberté totale de financer les élus et les partis, ce qui n'est pas la situation que nous connaissons ici, même si en fait nous avançons vers une telle situation. Il faut là se référer aux travaux, par exemple, de Julia Cagé sur la différence d'impact des plus riches dans les débats politiques et les décisions prises. Alors, y a-t-il un lien donc entre ces différents constats et quel est-il? Eh bien donc, le lien que je voudrais vous proposer, c'est que les choix que nous faisons en matière de gouvernement d'entreprise jouent un rôle majeur dans ces développements. Quand je dis un rôle majeur, je n'ai pas dit que c'est le seul facteur explicatif, évidemment, mais il joue un rôle majeur. Et pourquoi? Parce que la structure de gouvernement de l'entreprise capitaliste est extractive par essence, by design, elle est faite pour ça. Et donc, cette structure de gouvernement, elle est au cœur de la fabrication de ces conséquences. Et on pourrait reprendre tous ces liens entre ces différentes, sur ces trois dimensions, dans ces trois champs. Et je vais simplement refaire encore un passage sur ces trois champs. La démocratie politique, elle est évidemment dépassée aujourd'hui par des entités économiques qui sont beaucoup plus puissantes que nos États. Et ces grandes entreprises transnationales ont échappé, se sont échappées des contraintes étatiques en mettant en concurrence les États entre eux au profit des règles fiscales les plus favorables, par exemple. Nous avons ensuite achevé d'affaiblir l'État en dépolitisant la monnaie au travers de nos choix européens, par exemple. Et je note au passage que le grand intellectuel qui a pensé sur ces deux plans, à la fois la technicité d'une monnaie dépolitisée et la suprématie actionnariale dans l'entreprise, c'est le même intellectuel, c'est l'économiste Milton Friedman. Pendant ce temps, en ce qui concerne l'état de la planète, je vais souligner juste un chiffre. Les ingénieurs de l'université de Cambridge, en 2011, ont publié un papier qui a fait un grand écho, mais qui, à mon sens, n'a eu pas beaucoup de conséquences. C'est qu'ils ont montré que 73% de la consommation d'énergie dans le monde était économisable. 73%, 3/4. Et à quelles conditions pouvons-nous faire ces économies de consommation d'énergie? Eh bien, à la condition de ce qu'ils appellent des practically achievable design changes, des changements dans le design productif qui sont atteignables, que l'on peut faire, dont on a la technologie pour les faire. Ça ne demande pas des innovations. Mais que sont-ils, tous ces changements en termes de consommation? Eh bien, ils sont intensifs en travail. Ils vont demander plus de travail. Et bien sûr, dans un monde où l'entreprise capitaliste est aux mains de ceux qui apportent du capital, pourquoi est-ce que d'elle-même l'entreprise déciderait d'embaucher des travailleurs alors qu'on voit très clairement que la préférence évidente, c'est de se tourner vers l'automatisation et l'intelligence artificielle pour diminuer l'incertitude que représentent toujours les travailleurs, et en fait, pas seulement une incertitude, une contingence, je dirais, matérielle, mais l'incertitude du pouvoir, de la demande de pouvoir qui se cache toujours derrière le fait de mettre un humain au travail. Et le plus bel exemple pour ça, c'est Elon Musk, qui est très fier d'avoir ces entreprises, qui se voit comme un producteur de factory, d'usines, et ces usines, il les veut les moins peuplées possibles d'humains,
et les plus automatisées possibles, et c'est ça la beauté de ces usines. Au travail, enfin, je termine par là, au travail, ce qui retient mon attention, c'est deux faits. Un premier fait, c'est ce qui se donne à voir dans tous les milieux de travail qui manifestent aujourd'hui cette attente de pouvoir être managé différemment, de pouvoir peser sur les décisions qui concernent, par exemple, la reprise du travail en présentiel. C'est ce que j'ai appelé l'intuition critique de la justice démocratique au travail. C'est cette idée qu'en fait, les personnes au travail ont l'intuition que, puisqu'elles vont devoir mettre en œuvre des décisions, eh bien, ça serait quand même juste qu'elles puissent avoir un mot à dire sur les décisions qui sont prises. Et l'on sait bien que ce n'est évidemment pas la norme qui organise les milieux de travail. Et cela a des effets délétères. Ce qui est clair des recherches sur les effets de la manière dont on met les gens au travail sur le comportement électoral et dans le champ politique plus général, c'est que quand il y a une culture participative au travail, et nous avons des données sur le monde des coopératives, eh bien, il y a une incidence positive sur ce qu'on appelle le comportement civique, l'engagement dans le secteur associatif, le bénévolat et aussi le comportement électoral. Et ce qu'on sait aussi d'autres recherches, et c'est Thomas Coutreau qui a montré ça très bien pour le cas de la France, mais il y a des recherches récentes qui sont sorties sur l'Allemagne aussi, c'est que quand on met les gens au travail dans des situations extrêmement répétitives, extrêmement aliénantes en fait, où ils n'ont pas leur mot à dire sur la manière dont leurs tâches sont organisées, eh bien, les gens vont développer un comportement électoral que l'on peut qualifier de délétère. Et Thomas Coutreau, pour vous donner vraiment les données précises, il avait analysé les élections présidentielles dernières. Je suis sûre qu'il analysera celle-ci. Il avait croisé deux grandes enquêtes. L'enquête menée par le ministère du Travail français, la DARES, qui montre, qui rapporte les perceptions des Français sur la manière dont ils sont mis au travail. Et il avait croisé ça avec le comportement électoral. Et ce qu'il avait montré, c'est que dans les communes où Marine Le Pen obtient ses meilleurs scores, était en tête, eh bien 48% des personnes se plaignaient d'un travail répétitif, contre 31% dans les communes où c'était le candidat du centre, à l'époque Macron, ou Fillon de la droite qui était en tête. Et de même, les électeurs qui s'abstenaient déclaraient le plus souvent que les autres, d'effectuer un travail strictement prescrit, c'est-à-dire un travail non seulement où on leur dit ce qu'ils doivent faire, mais comment le faire. Et donc, vous voyez que le lien entre l'expérience de travail et la qualité de la police est multidimensionnel, mais est absolument à partie liée. Je voudrais donc vous proposer cette hypothèse, cette perspective analytique. L'hypothèse est que, en situation de mondialisation, parce que ça c'est notre contexte, un contexte dans lequel il y a une ouverture des frontières du champ d'action économique, et donc où les entités économiques peuvent se déplacer leurs investissements et déplacer leurs activités, et donc échappent aux États qui sont toujours inscrits dans des frontières nationales. L'action dans l'entreprise, l'expérience du travail, et les conséquences en dehors sont mieux compris comme relevant des activités d'une entité politique, qui pose donc tant de difficultés, tous les constats que je viens de faire. Car, en fait, cette entité est de facto partie de l'architecture politique du projet démocratique de notre société, de la société, mais elle n'est pas reconnue comme telle.
Elle n'est pas pensée comme telle, évidemment, et donc elle n'est même pas intégrée comme telle au projet démocratique. Et donc, de fait, l'entreprise, aux mains des apporteurs de capitaux, est extractive de capital, au profit du capital, et mine, en fait, le projet démocratique de l'intérieur, en même temps qu'il mine la possibilité de sortir de ce rapport extractif au vivant, que le vivant soit les humains ou plus largement la planète ou les 9 dimensions des limites planétaires. Donc, ça c'est l'hypothèse que je vais un petit peu plus explorer avec vous au travers des 3 temps suivants. Premièrement, en dire un peu plus sur les raisons pour lesquelles on peut penser, rendre compte en fait, donc c'est la dimension descriptive ici de la sociologie, de rendre compte de l'activité, de la réalité de l'entreprise comme étant celle d'une entité politique. Et ensuite, pour penser cette réalité aujourd'hui dans le cadre d'une architecture démocratique plus générale dans laquelle cette entité s'inscrit très très mal, eh bien, je vais vous proposer cette lecture d'un état de contradiction dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui entre capitalisme et démocratie, ce qui permet d'ouvrir une perspective de transition, une perspective historique de transition démocratique ou despotique, on peut choisir. Je défendrai évidemment la transition démocratique, mais ça se discute. L'entreprise comme entité politique. Alors, l'entreprise comme entité politique, il faut partir ici d'un apprentissage qu'on fait en lisant les travaux de nos collègues juristes, c'est que la société anonyme, ce n'est pas l'entreprise. Et il y a là, en fait, tout un champ de travail pour les sociologues et un champ d'impact pour la société. Qu'est-ce que la société anonyme ? La société anonyme, c'est un concept légal qui existe dans le droit et c'est la structure par laquelle des investissements financiers sont structurés pour pouvoir mettre en œuvre la possibilité d'une personne morale qui va donc pouvoir exister devant les tribunaux, se comporter comme une personne physique, comme vous et moi, sauf qu'évidemment personne n'a jamais rencontré une personne morale, mais déployer ses activités au travers de la mobilisation en fait d'une entreprise. L'entreprise, c'est la réalité sociologique de la mobilisation d'une structure légale, cette société anonyme, qui va développer un projet. Que votre projet soit pour for profit ou non profit d'ailleurs, ça ne change rien, mais ici je vais vraiment parler des entreprises capitalistes. Je pense que ça a du sens de qualifier les entreprises d'entités politiques parce que, en fait, l'entité politique qu'est chaque entreprise capitaliste, elle correspond à la définition que je pose ici, une entité politique dont l'existence dépend des décisions incessantes sur les fins, les finalités et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les finalités d'une action coordonnée, poursuivie en son sein, au sein de cette entreprise. Ce sont des décisions qui sont liées toujours à des enjeux de justice et d'efficacité. Pour le dire autrement, toute décision qui est prise dans une entreprise, même si elle se fait au nom de l'efficacité, elle aura toujours un aspect de justice. Et elles dépendent, ces décisions, de 2 classes d'investissement. Je parle bien de l'entreprise capitaliste. L'investissement en travail et le capital. Je vais plutôt parler d'apport en capital. Parce que l'investissement en travail, justement, est très particulier.
ces deux parties-là, travail et capital dans l'entreprise capitaliste, on peut les considérer comme les parties constituantes de l'entreprise, et que je distingue des parties prenantes. Les parties prenantes, ce sont tous ceux qui vont être impliqués d'une manière ou d'une autre, mais affectés en fait par l'activité de l'entreprise, mais qui ne vont pas être soumis à une chose particulière, pour lequel les investisseurs en travail méritent un statut tout à fait particulier, vous allez voir dans mon raisonnement, c'est le fait d'être gouverné par les décisions de l'entreprise. Les investisseurs en travail sont les seuls qui sont gouvernés par les décisions de l'entreprise. Alors que même ceux qui apportent du capital ne sont pas gouvernés par ces décisions, ils sont affectés évidemment par l'activité de l'entreprise, le résultat de son action. Mais seuls les travailleurs, et c'est pour ça que je parle d'investisseurs en travail, il y a dans différents types d'industries, secteurs d'activité, il y a en fait un investissement en travail qui est fait par ceux qui n'ont pas de rapport classique en tant que salarié, employé de l'entreprise. On peut penser par exemple à l'usager de Facebook qui en fait contribue au contenu même qui permet à Facebook de vendre son produit à des annonceurs. Eh bien, la personne qui va produire l'usager de Facebook, en fait, il produit un contenu sur la plateforme qui correspond à un investissement en travail. Et il va être effectivement gouverné par les décisions de l'entreprise très directement dans tout ce à quoi il va être exposé. Ses rapports avec les autres vont être éminemment impactés, évidemment, par les algorithmes de Facebook. Alors, une entité politique, donc, dans laquelle il y a cette classe d'investisseurs, les investisseurs en travail, qui en fait n'ont pas du tout aucun droit de peser sur le gouvernement de l'entreprise, le gouvernement qui les détermine, les conditions auxquelles ils vont pouvoir s'occuper de leurs enfants ou pas, avancer dans leur carrière ou avoir accès à un travail plus intéressant, peser sur les finalités de l'entreprise, à quoi elle va se consacrer, à polluer ou bien à faire une production durable. Toutes ces décisions-là échappent évidemment complètement aux travailleurs. Et donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un dispositif extractif? Il me semble qu'il n'y a pas de doute à ce niveau-là. C'est extractif au sens où le dispositif est fait pour canaliser la production d'un profit au service de ceux qui ont apporté du capital. Et donc il y a cette dimension évidemment d'extraction de profit, mais plus fortement encore cette dimension de despotisme. Donc pourquoi je parle de despotisme? Eh bien parce qu'on a affaire à une entité politique dans laquelle ceux qui sont gouvernés n'ont rien à dire, n'ont pas les moyens de peser sur les décisions qui les concernent. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette phase de l'histoire, je dirais, du développement historique, dans lequel, dans le champ politique, nous avons été bien habitués à voir le despotisme. Ainsi, si je demande à mes étudiants, vous pensez à un despote, on va parler du Léviathan, on a des grandes figures comme ça qui nous repoussoirent du despote. Mais en fait, aujourd'hui, les despotes, avec des habits économiques, sont comme méconnaissables, on ne les reconnaît pas. Alors qu'en fait, ils ont toutes les caractéristiques du despotisme politique, si vous voulez, mais simplement, ils sont avec ces habits économiques. Ils sont dans ce champ économique. Je ne vais pas ouais. Donc, état de contradiction dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, donc nous sommes dans une situation où, en fait, parce que nous avons hérité d'une tradition libérale qui a apporté énormément de bienfaits, mais qui a permis de penser une séparation très nette entre le champ économique et le champ politique, eh bien, cet héritage-là nous pose problème aujourd'hui, parce qu'il nous rend incapables de voir que dans le champ économique, nous avons affaire à des phénomènes qui sont
des phénomènes que nous connaissons et que nous savons très bien repérer dans le champ politique. Je vous propose de voir la chose suivante, c'est qu'en fait, et donc nous avons pensé, tiens, le capitalisme, ça s'applique au champ économique, et la démocratie, ça s'applique au champ politique. Et nous pensons qu'on peut vivre avec ces deux choses en même temps. Eh bien, je pense que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est en train de montrer les limites de cette cohabitation et en fait l'impossibilité de cette cohabitation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, capitalisme et démocratie, ce sont deux fondements au droit politique. On pense que ce sont deux choses différentes, mais en fait, ce sont deux régimes politiques, si vous voulez. Le régime politique du capitalisme, eh bien, il est organisé de telle sorte qu'on réserve les droits politiques, les droits de gouverner à ceux qui ont apporté du capital. Et c'est comme ça qu'on distribue les droits politiques. Et donc, dans le capitalisme, c'est-à-dire dans l'entreprise capitaliste, parce que la société anonyme est vraiment l'institution phare du capitalisme, je ne parle pas du marché, je reparlerai du marché si j'ai le temps, mais pour moi, c'est deux institutions qu'il faut absolument distinguer dans une tradition qui remonte à Braudel. La société anonyme, comme institution phare du capitalisme, eh bien, elle distribue les droits politiques sur base de l'apport en capital. Donc, si vous n'avez pas d'apport en capital, que vous êtes un travailleur, eh bien, vous n'avez aucun droit politique, c'est très clair. La démocratie est un autre type de régime politique, c'est un régime politique dans lequel les droits politiques sont fondés sur le principe de la reconnaissance de notre égalité. Et là, on va reconnaître une personne, une voix comme base pour les droits politiques. Et donc, dans les démocraties capitalistes, un terme que j'emprunte à Josh Cohen et Joel Rogers, qui ont mis le doigt sur cette cohabitation inconfortable, mais cohabitation que nous avons pensée tenable depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, les démocraties capitalistes sont, à mon sens, le siège d'une lutte d'influence qui est de l'ordre d'une contradiction. Vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps, ou vous ne pouvez plus parce que nous sommes dans une situation de transnationalisation de l'économie. Mais donc, capitalisme et démocratie, il va falloir faire un choix. Les deux, vous voyez, ne sont pas tenables en même temps, vu que ce sont deux régimes politiques. Et l'idée, c'est que soit vous allez choisir. Donc nos sociétés sont confrontées à cette contradiction aujourd'hui, et elles peuvent choisir d'aller vers plus de capitalisme, c'est-à-dire plus de despotisme du capital. Et on voit bien que c'est la tentation américaine en ce moment. Alors l'élection de Joe Biden a un tout petit peu permis de respirer, mais on est là-dedans. Ça ne va pas, à mon sens, ça ne fait que suspendre, disons, la trajectoire. Aux États-Unis, effectivement, vous achetez les droits politiques avec votre fortune privée. C'est de plus en plus l'apport en capital qui détermine la jouissance des droits politiques. Il y a une autre voie, c'est la voie, évidemment, de la démocratie, c'est-à-dire reconnaître que le projet démocratique est un projet qui est pertinent au-delà de ce que nous avions conçu comme étant le strict champ des rapports politiques, mais qu'il faut qu'il s'étende dans le champ économique, faute de quoi il va mettre en péril le projet politique. La démocratie politique risque sa mort à mesure que le champ économique n'est pas démocratisé, et c'est la perspective que je vais approfondir ici. Évidemment, comme je disais tout à l'heure, on peut choisir la perspective despotique, mais ce n'est pas celle qui me semble souhaitable en tant que citoyenne, évidemment, mais ce n'est pas non plus celle qui me semble souhaitable en tant que scientifique, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, étant donné l'intérêt de connaissance, d'émancipation qui anime mon travail. Donc, la perspective historique, ici, c'est de, en fait, alors, saisir le fait que l'entreprise se trouve dans une situation de
contrainte démocratique. Elle se trouve aujourd'hui face à une contrainte démocratique et en fait, c'est pas si nouveau que ça. Ce n'est pas si nouveau que ça parce que quand on regarde l'histoire du droit du travail, l'histoire des mobilisations ouvrières depuis aussi vieille que le capitalisme lui-même, ce que l'on voit, je pense, c'est l'aspiration à la citoyenneté dans le travail. Donc, cette idée d'être un égal en dignité et en droit, jusque dans le travail, jusque dans l'usine, c'est en fait une idée qui est présente dès la naissance des mouvements ouvriers et qui inspire les critiques du capitalisme. Quand on regarde effectivement ce qu'on a construit comme dispositif institutionnel au niveau de l'entreprise, je le mettrai un peu plus grand après, on voit en fait ce qui peut correspondre à une trajectoire d'approfondissement de la place des travailleurs au sein même du gouvernement de l'entreprise. Et pour aller droit au but, Daniel avait dit que je parlerais certainement de bicamérisme. Effectivement, ça m'a amené à regarder comment dans l'histoire, les entités despotiques avaient amorcé leur démocratisation. Parce que l'entreprise, aujourd'hui, si elle se trouve bien dans cette situation-là, d'être en fait despotique et d'être sous une contrainte de démocratisation, ou que la société démocratique souhaiterait les mettre sous contrainte de démocratisation, eh bien, il faut regarder comment dans l'histoire, les entités despotiques ont fait face à ça. Vu que, je vous le disais, c'est un vieux problème, le despotisme. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement, les entités despotiques qui avaient réussi à sortir du despotisme pour amorcer leur démocratisation sont passées par ce que j'appelle un moment bicaméral. Et le principe philosophique du bicamérisme, c'est le principe du droit de veto collectif pour ce qui était une minorité totalement ignorée, mais qui est en fait une partie constituante qui devient enfin reconnue dans l'architecture constitutionnelle de l'entité. Et donc depuis Rome, je suis remontée au 5e siècle avant Jésus-Christ, depuis Rome, on voit ce passage par un moment de reconnaissance mutuelle, en fait, où ceux qui dominaient tout seuls, c'est toujours, en fait, et ça, il faut aussi noter, une classe possédante qui a accès à la propriété, et la propriété est couplée au droit politique. C'est d'ailleurs la définition que Thomas Piketty propose à la démocratie, c'est le découplage de la propriété des droits politiques. Et donc, depuis Rome, on voit que, effectivement, à un moment, les tensions sociales sont telles que la minorité, enfin, le terme minorité n'est pas bon, parce que c'est souvent la majorité numérique, la partie constituante qui était ignorée, qui n'avait pas de droit, est émancipée et on lui reconnaît le droit de peser sur les décisions de gouvernement de l'entité. Et donc dans l'Antiquité, vous avez sans doute entendu parler des tribuns de la plèbe. La plèbe fait en fait il y a une insurrection que Tite-Live relate sur le mont Sacré en 494 avant Jésus-Christ. Et la plèbe dit nous ne travaillerons plus pour vous. Et la plèbe, c'est les marchands, c'est l'armée, c'est en fait les travailleurs essentiels sans lesquels Rome ne fonctionne pas. Et finalement, les patriciens doivent se résoudre à un compromis qui est d'accepter que la plèbe va se choisir 2 tribuns de la plèbe qui vont pouvoir, avant qu'ils prennent une décision ou même après qu'ils prennent une décision, mettre leur veto sur ces décisions-là. Et le cas moderne qui parle le plus, il me semble, à la situation des grandes entreprises aujourd'hui, en tout cas, c'est le cas de l'Angleterre, où au XVIIe, Guillaume d'Angleterre évite une révolution sanglante en instaurant une House of Commons qui permet aux différentes composantes de la partie constituante Commons la représentation au niveau législatif, et il accepte de
de soumettre son pouvoir, le pouvoir exécutif du roi, à ces deux chambres. Et aujourd'hui, effectivement, là, quand on regarde l'entreprise qui est gouvernée par un conseil d'administration qui est en fait une House of Lords, puisque qu'est-ce qui qualifiait, c'est plus le cas aujourd'hui en Angleterre, mais qu'est-ce qui qualifiait pour être membre de la Chambre des Lords à l'époque, c'était simplement la propriété des terres. Les titres nobiliaires étaient liés à la propriété des terres. Eh bien, aujourd'hui, si vous regardez qui sont dans les conseils d'administration, c'est ceux qui représentent ceux qui ont la propriété des parts de l'entreprise, des actions de l'entreprise. C'est la propriété qui donne accès aux droits politiques. Et donc, quand vous relisez évidemment tous les traités sur le bicamérisme politique, vous voyez que les justifications qui sont données dans la littérature, en droit, en philosophie du droit, sur le bicamérisme, ce sont des justifications qui semblent des conditions minimales à mettre aujourd'hui au gouvernement des entreprises. C'est la condition d'un gouvernement qui est légitime, puisqu'il est appuyé sur les différentes parties constituantes de l'entreprise. C'est la condition d'un gouvernement raisonnable, qui évite le pouvoir d'une minorité qui prend des décisions toujours biaisées en sa faveur, évidemment. Et puis c'est la condition aussi d'un gouvernement intelligent. Cette dimension du caractère de la valeur épistémique de la représentation bicamérale est aujourd'hui évidemment une préoccupation qui peut apparaître centrale pour nos entreprises. On aimerait bien que les entreprises soient gouvernées d'une manière légitime, raisonnable et intelligente. Et donc, ça nous donne un schéma de représentation qui correspond à ceci, mais je vais plutôt aller d'abord à cette dia-ci. Ça, c'est l'entreprise telle qu'elle fonctionne aujourd'hui en Belgique, avec sur votre partie gauche un conseil d'administration qui est l'émanation d'une assemblée générale des actionnaires, et vous avez un comité exécutif qui dépend de ce conseil d'administration et qui est très clairement orienté vers les intérêts des actionnaires. C'est pour ça que je dis c'est by design, c'est fait pour ça, c'est fait pour tenir compte des intérêts des actionnaires. Sur la partie droite, vous avez une structure de représentation des travailleurs qui est très significative, qui s'appelle un conseil d'entreprise et qui permet que les travailleurs puissent choisir sur des listes syndicales des représentants pour aller rencontrer le management de l'entreprise. Il y a des petits pointillés, mais vous ne le voyez peut-être pas très bien là sur l'écran. En fait, c'est une structure qui est largement consultative. Sur certains enjeux très importants en matière d'organisation du travail, le conseil d'entreprise a une voix qui est décisive, mais sur la stratégie d'entreprise, le conseil d'entreprise n'a évidemment rien à dire. Donc on n'a pas du tout affaire ici à une chambre qui se positionne sur les mêmes objets qu'un conseil d'administration. Néanmoins, ce qui est intéressant de voir là, c'est que vous avez devant vous l'intuition historique d'une seconde chambre. Vous avez aujourd'hui en droit belge l'existence même d'une seconde chambre qui représente les travailleurs, mais qui n'est pas dotée des droits équivalents à ceux qui représentent les apporteurs en capitaux. Je regarde l'heure. Je peux encore prendre 10 minutes, Daniel? Oui, ça va. Alors, peut-être juste passer comme ça sur le cas de l'Allemagne. L'Allemagne est très important dans l'histoire des relations collectives de travail parce qu'au niveau de son conseil d'administration, l'Allemagne est justement un pays dans lequel les travailleurs sont reconnus comme partie constituante et constituent la moitié des représentants. Aujourd'hui, les grandes entreprises allemandes sont gouvernées comme ça par ce qu'on appelle la codétermination. Mais c'est une codétermination que les juristes appellent de fausse parité parce qu'il y a un président du conseil d'administration qui est choisi par le banc patronal et qui a aussi une voix délibérative. Et donc, le banc patronal peut toujours remporter la décision. Ce qui est significatif, c'est qu'il y a reconnaissance du fait que les travailleurs sont partie constituante et donc peuvent peser légitimement sur les finalités de l'entreprise, ce qui a des années-lumière de notre situation en Belgique, par exemple. Mais
ce pouvoir qu'ont les travailleurs est un pouvoir, c'est ce que les Américains appellent, ils restent toujours les partenaires juniors du capital. Ils n'ont pas les moyens de se positionner pour eux-mêmes, par eux-mêmes, et de bloquer les décisions. Il n'y a pas ici d'un droit de veto collectif, puisque, de fait, le banc actionnarial peut toujours imposer sa décision. Il y a 16 pays dans l'Union européenne qui ont un dispositif de représentation des travailleurs quand même dans les conseils d'administration. La Belgique est vraiment un pays qui est totalement en retard par rapport à ça, même si dans la plupart de ces pays, ce sont des formules où les travailleurs ont l'un ou l'autre représentant. Par exemple en France, ça n'a été instauré qu'il y a 3 ans, où il y a un travailleur qui représente ses collègues. Ce n'est évidemment pas une voix significative du tout, mais c'est quand même une voix. Et visiblement, ça montre que les travailleurs ont des choses intéressantes à dire et ne sont pas complètement à côté de la plaque. Et ça, il faut quand même le dire, c'est qu'en fait, dans une économie de la connaissance comme celle dans laquelle on est, ce sont souvent les travailleurs qui ont la meilleure connaissance, non seulement de ce que fait l'entreprise, mais du secteur d'activité dans lequel se situe l'entreprise. Quand on voit ce que les chercheurs montrent sur les personnes qui peuplent les conseils d'entreprise, par exemple du CAC 40, ça a été très très bien documenté par les collègues de Sciences Po à Paris, où on voit qu'on retrouve tout le temps les mêmes personnes qui sont là parce qu'ils sont des héritiers en général de grandes familles industrielles françaises, et il est clair que la connaissance qu'ils ont de l'entreprise ou du secteur d'activité ne vous frappe pas, si vous voulez, par rapport à ce que des travailleurs de ces entreprises ont comme connaissance pertinente. Conseil d'entreprise européen, je ne vais pas parler de ça. Je vais juste revenir sur le schéma du bicamérisme. Donc, le bicamérisme, comme vous voyez, c'est l'idée de prendre au sérieux cette seconde chambre, cet embryon de seconde chambre qui existe en droit belge, par exemple avec le conseil d'entreprise, qui existe aussi en France, d'ailleurs, avec ça s'appelle un comité économique et social, et de le prendre au sérieux au point que de dire, eh bien voilà la seconde chambre de la branche législative de l'entreprise, de sorte que l'on va faire dépendre les décisions de l'entreprise, les grandes décisions sur les finalités de l'entreprise, quel type de production, comment on va rémunérer qui, comment on va rémunérer les patrons et les ouvriers, et bien sûr l'actionnaire. Eh bien, toutes ces décisions ne vont plus seulement devoir être validées par le conseil d'administration ou bien un comité de ce conseil d'administration, mais par les représentants des investisseurs en travail dans l'entreprise, avec ici un rôle fondamental, évidemment, des organisations syndicales qui muent dans leur rôle, où elles deviennent réellement, elles sont en capacité ici de peser sur la stratégie des entreprises, représenter les travailleurs en étant en déposant les listes sur lesquelles les collègues de travail vont se présenter pour les élections, et en assurant aussi une coordination avec les représentants dans les autres entreprises, de sorte que le dispositif de démocratisation de l'entreprise ne soit pas l'occasion d'une concurrence accrue entre travailleurs, mais au contraire soit l'occasion de donner aux travailleurs un beaucoup plus grand pouvoir en leur donnant les moyens, au travers de leurs organisations syndicales, de se coordonner, de coordonner des stratégies au sein d'un secteur d'activité et au sein de l'économie en général. Alors, je vais revenir ici sur la dernière dia que je voulais commenter de ces schémas. C'est celle-ci, c'est l'idéal. Vous voyez tout d'un coup que la partie gauche a disparu. La partie gauche qui a disparu, c'est la poursuite de la transition démocratique. L'idée, c'est de concevoir évidemment la démocratisation de l'entreprise. Si on suit un chemin logique parallèle à la démocratisation de nos entités politiques, eh bien, c'est de cesser de lier les droits politiques à la propriété et de cesser donc de donner des droits politiques au capital au niveau de l'entreprise,
Et ça se fait en basculant dans une modalité où les travailleurs, en étant passés par cet apprentissage, je dirais, qu'a constitué le bicamérisme, ont appris ce que voulait dire gouverner une entreprise, entendre un comité exécutif, faire ses propositions quant à la stratégie de l'entreprise, valider ou pas, etc. Et à un moment, peut être effectivement se sentir tout à fait capable de racheter les actions de la Chambre des apporteurs en capital pour pouvoir devenir une entreprise véritablement démocratique. Et il y a en fait des dispositifs qui permettent de faire ça. Aux États-Unis, ça c'est intéressant, mais aux États-Unis, il existe une loi, ESOP, Employee Stock Ownership Plan, qui a été mise en place dans les années 70 déjà par des gens qui étaient très férus de capitalisme et qui pensaient que la meilleure manière de rendre toute la société américaine capitaliste, c'était de permettre aux travailleurs de racheter l'entreprise quand leur patron n'avait pas d'héritier, par exemple. Et donc, ça demande tout un dispositif juridique et particulier pour que ce soit le collectif des travailleurs qui rachètent les parts et pas des individus en partie, pas des individus qui vont prendre un risque individuel. Et donc ça demande de passer par la constitution d'un trust qui va pouvoir aller devant les banques, faire des emprunts pour pouvoir racheter le capital. Mais c'est tout à fait, donc c'est une perspective qui est tout à fait imaginable. Nous pourrions imaginer que toute une série d'entreprises dans lesquelles, en plus, le capital humain, comme disent les économistes, est la partie la plus importante de la richesse de l'entreprise, dans le secteur des services, et bien que ces entreprises-là puissent rapidement basculer vers des entreprises démocratiques où le capital est prêté par les banques, et ce serait certainement la fonction de banque publique de jouer ce rôle, plutôt que d'être lié à des droits politiques, d'intervenir dans le gouvernement de l'entreprise. Alors, je vais passer sur la propriété privée, peut-être que ça soulèvera des questions, mais donc c'est une perspective qui respecte tout à fait l'idée même de propriété privée, mais on peut en discuter. Et donc, ce que permet cette perspective, c'est de sortir de l'extractivisme qui nous caractérise aujourd'hui. Et quand vous regardez l'opposé, l'antonyme de extractivisme dans le dictionnaire, en fait, c'est s'immerger, puisque c'est le contraire de l'extractif. Le contraire d'extractif, c'est immersif. S'immerger, se plonger, expérimenter, oser se plonger. Et ça a fait évidemment écho immédiatement, quand j'ai lu ça, à la perspective que John Dewey défend sur le projet démocratique. Le projet démocratique, ce n'est jamais une perspective qui est finie une fois pour toutes, où on peut se dire on a arrêté le plan magnifique des institutions parfaites qu'on a pensées et qui vont nous servir pour toujours parce qu'elles vont résoudre tous nos problèmes. Non, la société est une entité extrêmement dynamique qui va être confrontée à des nouveaux problèmes et qui va devoir donner sens à chaque génération à la réalité du projet démocratique. Et donc, sortir de l'extractivisme, c'est bien cela, c'est faire confiance dans ce caractère non fini, toujours ouvert du projet démocratique. Et le thème de la confiance, d'ailleurs, est un thème cher à Dewey. Donc, dernier point, rapidement sur les perspectives pour l'action. Daniel y a fait référence tout à l'heure. Les principes d'action, en fait, dans lesquels cette perspective s'inscrit sont des principes historiques. Démocratiser l'entreprise, c'est en fait un vieux projet. Démarchandiser le travail également, ça va de pair parce que ça c'est ancré vraiment sur le principe que le travail n'est pas une marchandise. Le travail ne peut pas être une marchandise, les humains ne peuvent pas être réduits à une marchandise,
Si nous faisons ça, nous retournons à l'état de guerre. C'est ce que l'Organisation internationale du travail a acté au sortir de la Première Guerre mondiale. C'est l'apprentissage qu'on a espéré faire de la boucherie de la Première Guerre mondiale. Il a fallu une Deuxième Guerre mondiale pour que la déclaration de Philadelphie, signée par les États partis à la déclaration, donc la déclaration de Philadelphie signée par l'Organisation internationale du travail, les États membres, a remis en préambule le travail n'est pas une marchandise. Ça a été compris par les générations qui nous ont précédés comme étant une condition de la paix. Quand les sociétés en viennent à traiter le travail comme une marchandise, mais ce n'est pas le travail, c'est les travailleurs, les personnes comme des marchandises, eh bien elles s'avancent doucement mais sûrement vers la guerre. Et donc, pour ça, il faut démarchandiser le travail sur le marché du travail en tant que tel, mais il faut aussi le démarchandiser dans l'entreprise, ce qui passe par la citoyenneté au travail, la démocratisation. Et donc, troisième principe, la dépollution de la planète, c'est-à-dire sortir de ce rapport extractif, non seulement au vivant humain, mais au vivant en général, parce que si nous ne faisons pas ça, nous sommes en train de miner nos conditions de développement sur Terre. Et ces trois principes, ils sont en fait historiques, et dans le manifeste travail, j'ai un chapitre où je l'explique, mais aujourd'hui, ce qui me semble important, c'est de saisir qu'il faut les comprendre il faut les saisir en même temps. Ils n'ont sans doute pas été suffisamment reliés, ces trois principes-là, et il faut saisir le fait que ces trois conditions qui sont mutuellement nécessaires, les unes aux autres. Et donc, je voudrais terminer sur quelques petits points. Pour les sociologues, un enjeu fondamental des changements en cours, c'est de recenser, de documenter les pratiques qui se déploient déjà aujourd'hui et qui sont qui visent à mettre en œuvre en fait ces trois principes. Ces trois principes, ils sont là dans le monde. C'est pas une tentative d'imposer des principes au monde. Ce sont des principes qui sont dans le monde et qui essayent de se déployer, mais qui font face évidemment à des forces contraires. Et donc la dimension préfigurative du changement social est très importante pour les sociologues qui étudient les mouvements sociaux, parce que c'est ce qui permet aussi de donner légitimité et raison de croire qu'il est possible de changer le monde. C'est quand on voit que le monde a changé. Ensuite, et ça c'est ce que nous faisons par exemple avec ce mouvement de chercheurs. Sarah Lafuente est là avec nous ce soir dans Democratizing Work, et je vous renvoie d'ailleurs à l'article que Sarah a écrit dans le manifeste travail sur les entreprises à double majorité, ce qui est une manière de comprendre le principe bicaméral. Et donc là, avec cette contribution intellectuelle, c'est à la fois une contribution au débat dans les sciences sociales et plus généralement avec nos collègues qui travaillent sur la durabilité, la soutenabilité, mais aussi une contribution qui se veut être utile à la société pour que les acteurs puissent s'en emparer. Et il y a des chantiers ensuite prospectifs qui sont très nombreux et qui là mobilisent inévitablement d'autres disciplines. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure du travail forcément interdisciplinaire et multidisciplinaire du point de vue sociologique. C'est qu'effectivement il y a toute une série d'enjeux qui sont ouverts par une telle perspective pour pouvoir contribuer non seulement à comprendre, mais à mettre en œuvre cette perspective si toutefois les acteurs veulent la mettre en œuvre. Il y a des enjeux quand on parle de reconnaître le pouvoir des travailleurs, des investisseurs en travail, il faut déjà pouvoir identifier les travailleurs. Ça, c'est un chantier sociologique immense aujourd'hui, à l'heure de l'économie plateforme, à l'heure du travail informel, de la sous-traitance, etc. Réunir, pour les faire dialoguer, le droit du travail et le droit des sociétés. Là, je regarde évidemment mes collègues en droit du travail. Repenser, bien sûr, le principe de subordination qui est au cœur du contrat de travail. Quand vous signez un contrat de travail, vous souscrivez un principe de subordination.
Donc vous actez le fait que vous êtes subordonné, vous êtes de rang inférieur. Comment cela est-il compatible avec l'idée même de reconnaître votre égalité de citoyen? On est en plein dans la contradiction capitalisme-démocratie. Et il va falloir dépasser ces difficultés qui ne sont pas que des difficultés juridiques, mais qui sont aussi des difficultés techniques. Il y a toute la place des syndicats dans cette perspective de transformation qui est fondamentale. Un autre chantier, c'est celui de la poursuite du découplage entre les droits politiques et la propriété. Comme je vous le disais, c'est la proposition de définition même du projet démocratique que fait Thomas Piketty, et je pense que ça a beaucoup de sens quand on pense aux droits alors de ceux qui ne sont même pas reconnus comme des détenteurs de droits, même pas dans le champ politique, on ne parle pas du champ économique, mais que sont les non-humains, pour parler comme Bruno Latour, ou la nature. Michel Serres avait écrit un texte, par exemple, sur les droits du lac Erie, qui aujourd'hui, effectivement, font de plus en plus l'objet d'une attention des collègues juristes en particulier et du mouvement pour le respect du climat, de doter des entités naturelles de droits d'ester en justice. C'est vrai qu'on peut se dire que si on a reconnu la personnalité juridique à des entités qu'on n'a jamais rencontrées et qui sont ces sociétés anonymes qui ont un tel pouvoir sur nos vies, qu'on a structuré juridiquement comme ça, eh bien, il y a des entités que l'on rencontre tous les jours, la mer du Nord ou une montagne des Alpes. Eh bien, ces réalités-là, elles sont vraiment bien tangibles et elles n'ont aucune personnalité juridique. Enfin, il y a tout l'enjeu de repenser le cadre de l'expérimentation, parce que dans une perspective à la DIUI, eh bien, il ne faut pas imaginer que seuls ceux qui expérimentent, je dirais pour le pire, soient laissés aux manettes. Hein, ça, c'est l'économie plateforme. Deliveroo expérimente, à l'aise, blaise, et puis un jour, ils seront peut-être condamnés en justice. Eh bien, ça s'est passé il y a 2 jours. Enfin, il y en a plein qui ne sont jamais condamnés, évidemment. Et donc, il faut penser à un État qui puisse permettre l'expérimentation pour le meilleur. Et à ce titre-là, il y a un excellent séminaire qui est coordonné en particulier par Élise Dermine qui porte sur ces enjeux actuellement. Donc, tout ça pour dire que je vais terminer quand même proprement par une petite conclusion. Donc, au sortir de la pandémie, si on sent quand même qu'on sort de quelque chose, on a l'impression qu'il y a quand même des prises de conscience qui se sont faites. Il y a peut-être l'espoir qu'il y a une opportunité, qu'on ne peut pas continuer à traiter le vivant, que ce soit les humains ou la planète, comme on l'a fait, comme notre modèle de développement l'a fait. Et je pourrais citer toute une série de développements politiques très importants qui vont dans ce sens-là pour reconnaître l'importance de plus de démocratie au travail, par exemple, ou des limites planétaires. Mais je ne le ferai pas pour nous permettre de nous concentrer sur ce contraste entre les tendances délétères sur lesquelles j'ai commencé, et puis j'espère, quelle que soit la dimension qui vous tient le plus particulièrement à cœur, que ce soit le sort des travailleurs, que ce soit sauver la démocratie ou sauver la planète, j'espère que j'ai pu vous convaincre que sortir de la logique extractive qui est au cœur même du gouvernement d'entreprise, de nos entreprises capitalistes, que sortir de ce programme-là était une condition absolument nécessaire. Ce n'est pas une condition suffisante, mais c'est une condition sine qua non. Si nous n'en sortons pas, nous ne parviendrons pas effectivement à enclencher une voie de développement qui ne sera pas extractive et donc qui sera respectueuse à la fois des humains
et du vivant plus généralement démocratique et soutenable. Voilà, merci beaucoup. Pour les étudiants, vous avez mis le programme des séances. Vous êtes sur Teams. Hein. Si jamais quelqu'un n'a pas eu accès au groupe, qui vienne me voir après peut-être. Oui, alors on va prendre des questions. Je vais prendre des questions dans la salle. Et donc, est-ce qu'il y a des interrogations par rapport à cette présentation dense et très stimulante? Je vais prendre quelques questions là. La première question, c'est toujours la plus difficile. Hein. Donc, courage. Si tout était clair, c'est parfait. Hein. Oui. Je ne sais pas si j'attends le micro ou... Oui, le micro. Déjà, merci pour la présentation, c'était super intéressant. Mais je me demandais, dans le modèle que vous avez développé sur le bicaméralisme au sein des entreprises, vous parlez spécifiquement des SA, et du coup, je voulais savoir votre avis sur les coopératives. Comment ça se joue dans votre modèle, et est-ce que vous considérez que c'est une bonne chose, ou est-ce que c'est un pansement, ou des choses comme ça? Je voulais avoir votre avis là-dessus. Je réponds tout de suite. Oui. Eh bien, donc, ma réponse est la suivante. En fait, la société coopérative, c'est ce qu'on peut considérer comme la structure idéale d'une entreprise démocratique, où seuls ceux qui investissent en personne participent à gouverner. Mais, il y a un grand mais, dans le secteur des coopératives, en fait, il y a une myriade de situations dans lesquelles, en fait, les entreprises qui sont véritablement les entreprises gouvernées par leurs propres travailleurs sont une minorité. Il y a la plupart des sociétés coopératives, elles sont en fait gouvernées par des consommateurs, enfin leurs sociétaires, qui sont consommateurs, souvent les travailleurs n'ont en fait là alors pas plus à dire que s'ils travaillaient pour Coca-Cola. Ils travaillent pour une coopérative, très bien, il y a peut-être une culture un peu plus sympathique, mais en fait les enjeux d'émancipation des travailleurs, leur capacité à peser sur les décisions qui les gouvernent ne sont pas plus prises en charge. Donc en fait cette réflexion, donc la structure juridique, elle correspond, c'est ça que je voulais vous montrer, elle correspond certainement au graphe que j'avais montré ici comme idéal régulateur, mais en fait si on regarde le détail, beaucoup d'entreprises coopératives ne sont pas peuplées par leurs travailleurs, mais leur assemblée générale est peuplée par d'autres types de parties prenantes en fait. Là, et donc la question de la place de la partie constituante dans le gouvernement de l'entreprise reste en fait centrale. D'autres questions ? Oui, merci aussi pour cet exposé. Est-ce que je pourrais vous demander d'élaborer éventuellement sur le conseil d'entreprise, ses prérogatives, ses droits? Est-ce qu'il n'y a quand même pas une piste dans ce domaine-là? Les conseils d'entreprise doivent approuver un certain nombre de choses d'ores et déjà. Est-ce que ce ne serait quand même pas un moyen de faire avancer un certain nombre des propositions que de renforcer, par exemple, quant aux nominations? Je crois qu'en Hollande, certaines nominations doivent passer par le conseil d'entreprise. Sur papier, les budgets, les comptes doivent être
approuvé par le conseil d'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de renforcer le rôle de ces conseils d'entreprise pour partir de ce qui existe? Absolument, je crois que là, après, il y a vraiment des enjeux de stratégie et de préférence politique des différents acteurs qui se positionnent ou devraient se positionner sur l'enjeu de la démocratisation de l'entreprise. Mais par exemple, justement, Sarah Lafuente, dans son chapitre sur rappel dans le manifeste travail, donc que je vous recommandais, rappelle que dans la Montan-Mitbestimmung, là, les travailleurs, leurs représentants doivent approuver, par exemple, la nomination du DRH. Et donc, effectivement, on pourrait, si on est dans une perspective incrémentale, on pourrait imaginer qu'il y ait plus de compétences qui soient très rapidement mises dans les mains des conseils d'entreprise qui existent aujourd'hui, ce qui serait déjà une petite révolution. Maintenant, moi, mon point d'attention, ça serait que les petits pas, parfois, ne permettent pas de transformer la culture. Or, il est certain que pour réussir la révolution que serait un droit de veto collectif des travailleurs sur les décisions de l'entreprise, sur ses finalités, il faut, pour que cela reste viable pour les entreprises, pour que cela soit positif pour les entreprises, il faut que les travailleurs et leurs représentants s'approprient véritablement le projet de l'entreprise, au nom du fait qu'ils vont pouvoir avoir un impact significatif sur ce projet. Et là, je ne suis pas certaine que faire des petits mouvements de réforme pourrait permettre la transformation culturelle nécessaire, qui est certainement un point d'attention important, en particulier dans un pays comme la Belgique, mais en France aussi, cette discussion est très intense, parce qu'on sait bien que les cultures syndicales ne sont pas nécessairement, ne se voient pas nécessairement positivement comme s'impliquant dans les enjeux de stratégie d'entreprise. D'autres courageuses? Oui, bonsoir, merci beaucoup pour l'exposé qui est particulièrement clair et intéressant. Petite question sur la perspective internationale, peut-être, parce qu'on a parlé ici des modèles belges. Comme je disais en introduction, bien entendu, les entreprises, en tout cas, achètent de plus en plus leurs actionnaires du pouvoir politique de par une forme de plutocratie, finalement, arriver à acheter du pouvoir démocratique de par les liens, les contacts qu'ils peuvent créer. À l'échelle des relations sociales et syndicales, c'est plutôt via un rapport de force qu'ils peuvent créer au sein du conseil d'entreprise, et si ça ne fonctionne pas, évidemment, éventuellement par des mouvements sociaux au sein d'entreprises ou des élèves. Ce qu'on voit cependant, notamment au niveau des multinationales aujourd'hui, c'est que non seulement, en effet, il y a du pouvoir politique qui est créé, mais qu'en plus, les entreprises échappent finalement à toute forme de régulation, que ce soit fiscale ou ici, en l'occurrence, en matière sociale. L'exemple de Ryanair, qu'on entend encore ces derniers jours, on le voit fondamentalement, cette entreprise est présente en Belgique depuis longtemps, avec plusieurs centaines d'employés, et n'a même pas de département du personnel, de directeur RH, ce que les syndicats demandent tout simplement aujourd'hui. Comment, dans une perspective européenne, pourrions-nous essayer en effet de forcer ces entreprises à appliquer le droit, certes, des États ou des services, mais peut-être aussi d'avoir des règles plus transnationales pour les obliger à définir une série de règles standardisées qui permettent notamment la représentation du personnel dans les organes de l'entreprise. Merci beaucoup pour cette petite question. Peut-être deux facettes dans la question et donc dans la réponse. D'une part, je pense qu'il y a quand même une partie du travail qui peut être réalisée dans le fait de mettre un peu mieux au point notre compréhension du problème. Et donc, je crois que ça peut aider de saisir que l'on a affaire à Ryanair, une entité politique qui se structure de manière à évidemment échapper aux régulations et qu'il faut faire acte de volontarisme. Si la société, vous voyez la polysémie, parce que la société anonyme,
mais si la société politique, la société au sens sociologique de l'ensemble des citoyens belges, européens, du monde veut se défendre, veut défendre son projet politique, eh bien, il faut comprendre qu'il va falloir faire un acte de volontarisme politique pour réintégrer Ryanair dans l'architecture de pouvoir de la société démocratique. Vous voyez, donc, il y a cet aspect, je pense, c'est vraiment le travail idéologique de la société sur elle-même, mais de comprendre dans quelle situation historique nous nous trouvons et quels sont les enjeux auxquels nous faisons face. Je comprends qu'aujourd'hui, étant donné un peu le brouillard dans lequel nous nous trouvons, eh bien, finalement, Ryanair fait exactement ce qu'il veut. Mais donc, il y a cet aspect-là de compréhension des enjeux, et ensuite, évidemment, il y a l'aspect de l'action, le domaine réellement de l'action. Je crois que là, le rôle des syndicats est absolument central. Eux aussi doivent faire des choix, je pense, en termes de priorités, de manière de concevoir les priorités politiques aujourd'hui. Et au sein même de la Confédération européenne des syndicats, ce sont des débats compliqués parce qu'évidemment, il y a toutes ces trajectoires nationales qui sont différentes et chacun valorise sa petite formule en étant toujours sur la défensive dans le rapport avec le capital. Et donc, ça aussi, je crois que ça fait partie de la contribution que la perspective de démocratisation essaye de faire, c'est de changer la dynamique de la revendication en quelque sorte. C'est-à-dire plutôt que de se trouver sur la défensive en train d'essayer d'obtenir qu'un DRH soit nommé par Ryanair en Belgique, c'est demander le droit de veto collectif des travailleurs sur les décisions de Ryanair. Ça peut sembler utopique, mais en fait, comme le disait toujours la directrice du centre de recherche où je suis associée à Harvard, elle dit toujours le travail à faire pour une petite revendication, en fait, est souvent à peu près le même que pour une grande revendication. Or, si vous faites si vous demandez la grande revendication, vous allez peut-être arriver à la petite, alors que si vous demandez la petite, vous n'obtiendrez rien. Et donc là, il y a aussi aujourd'hui tout simplement des enjeux de mobilisation et de conviction par rapport à ces enjeux qui sont en fait majeurs, quoi. Les problèmes ne sont pas techniques avant tout, je pense. Vous allez devoir m'aider. Il va falloir que l'un d'entre vous. Moi, ma question peut sembler beaucoup plus simple que la précédente, mais je me demandais, votre modèle il se base énormément sur la vision de la démocratie qui se base sur un modèle bicaméral, donc hérité justement de toute la pensée grecque et toute une tradition européenne. Mais qu'en est-il pour les endroits, les pays par exemple, où ce modèle bicaméral n'est pas établi déjà dans les droits politiques des citoyens? Est-ce que du coup c'est totalement impossible pour eux en fait, d'adhérer ou de rêver à une démocratie des entreprises? Parce que ça, c'est une conception de la démocratie, mais en réalité, il en existe d'autres, donc je me demandais par rapport à ça. Merci pour cette question. Ça, c'est une question très intéressante que l'on touche dans le contexte de ce réseau Democratizing Work, parce que nous avons là des chercheurs et des acteurs de tous les continents. Et donc, bien sûr, parler de démocratisation des entreprises au Brésil ou en Inde, où en Inde, 92% du marché du travail est informel, eh bien, c'est pas du tout la même chose que de parler de cela en Belgique, où il y a un conseil d'entreprise, etc. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que le fondement même, le principe philosophique du droit de veto collectif des travailleurs est un principe qui peut être discuté partout. Parce que, et c'est un peu ce que Amartya Sen avait écrit aussi dans son magnifique livre « La démocratie des autres », l'idéal démocratique, c'est un idéal que l'on retrouve sur tous les continents, dans toutes les sociétés. Comment ensuite on va mettre en place
au travers justement de quelle structure, ça se discute. Et c'est précisément pour ça aussi que la perspective de John Dewey, cette perspective pragmatiste sur le projet démocratique est à mon avis fondamentale dans une discussion comme celle-ci. L'enjeu n'est pas de s'arc-bouter sur un design institutionnel. Si vous voulez, ici, ils me permettent de montrer que dans le cas de la Belgique, en fait, on n'est pas si loin si on le voulait, parce que les structures sont déjà là. Et souvent, c'est un argument qu'on va vous dire, c'est « Ah, mais vous demandez la Lune, c'est une révolution ». Je dis « Mais en fait, l'institution, elle est déjà là, elle n'est juste pas dotée des droits qu'elle mérite. Hein. Mais bien sûr, dans d'autres contextes où cette institution n'est pas là, la discussion, elle est différente. Mais si vous voulez, je peux prendre juste un cas, les États-Unis. Les États-Unis ne connaissent évidemment pas le conseil d'entreprise. C'est une discussion un peu lunaire de leur dire même il y a un conseil d'entreprise, eh bien, l'idée d'avoir des travailleurs directement représentés au niveau des conseils d'administration, par contre, a fait une percée énorme lors des dernières présidentielles. C'était dans le programme de Bernie Sanders, d'Elizabeth Warren. L'un proposait 40% des membres du conseil d'administration travailleurs, Elizabeth Warren 30%. Et donc, on est à un pas que j'ai aidé à franchir, de dire, eh bien, en fait, peu importe le nombre de représentants que vous mettez dans les conseils d'administration, du moment que vous leur donnez un droit de veto collectif. Que ce soit 6 personnes ou 8 personnes sur 10, 15 ou 20 membres du CA, eh bien, considérons que nous avons là un collège des représentants des travailleurs et qu'au sein de ce collège, il faut une majorité. Si une majorité d'entre eux estime que la décision est bonne, on peut considérer qu'effectivement, elle est légitimement validée par les représentants des travailleurs. Eh bien, voyez donc, il ne faut pas passer par le conseil d'entreprise, ni même l'histoire du conseil d'entreprise pour que ça puisse faire sens de dire qu'il y a une partie constituante qui est tenue en dehors des droits et qui doit pouvoir aujourd'hui avoir un droit de veto collectif. Il est bien tard. Hein. Dernière question peut-être. Merci. Je vais peut-être être provocateur. Je vous ai bien écouté et ça m'a inspiré plein de choses. Est-ce que je peux, c'est la question que je me pose, est-ce que je peux extrapoler, calquer le schéma que vous avez donné d'une société capitaliste, une entreprise? Quand je regarde les rapports qu'il y a entre ces capitaux qui viennent, je parle du cas de l'Afrique, hein, je dis que je vais essayer de... Est-ce qu'on pourrait émettre un certain rapport par rapport aux explications que vous donnez? Il y a comme une sorte de contradiction entre les capitaux qui viennent de l'extérieur et les travailleurs, prenons l'Afrique en général parce que l'Afrique est dépositaire de matières premières. Et puis, quelle est la solution? Est-ce qu'il y a un conseil d'administration? Enfin, le conseil d'administration, évidemment, il est extérieur. Est-ce qu'il y a des syndicats au niveau de l'Afrique? Je ne parle pas seulement de l'Afrique, ça peut être le Brésil, dans tous les pays où il y a cette exploitation qui vient des donateurs des capitaux. Par rapport au schéma, est-ce que je peux me permettre d'extrapoler et de comparer ce que vous avez fait au rapport entre les pays exploiteurs? Voilà, c'est bien ça. sûr. Oui, merci. Ben, je vous invite à extrapoler. Je suis sûre que vous le ferez très bien. Et effectivement, je crois que c'est très pertinent d'extrapoler. Et comme on disait tout à l'heure, de réfléchir aux conditions propres, évidemment, aux trajectoires historiques des différentes sociétés. Mais cette idée que les travailleurs, en tant qu'investisseurs en travail dans l'entreprise, ont le droit de valider les décisions de l'entreprise,
effectivement, c'est l'intuition démocratique traduite dans le champ économique, et une démocratie soutenable ne peut pas faire l'économie de cette question et de ces droits. Et c'est peut-être une voie aussi pour renouveler les projets politiques des démocraties, qui, en Afrique, on le sait, ont leurs difficultés. Voilà, je propose d'en finir ici, parce qu'on avait donné une heure de 8h30, c'est une heure tout à fait raisonnable pour cette leçon inaugurale. Je vous remercie tous d'être venus et d'avoir activement participé et écouté cette leçon inaugurale. Et voilà, les étudiants, j'imagine que vous allez revoir Isabelle Ferreras dans quelques jours pour la suite de ce cours. Voilà, bonne soirée, merci beaucoup.